Dans quelques instants, la première du Dodu News. Et juste avant notre chum je pense qu'il était au lancement du programme du PCQ. S'il n'était pas là, il va nous en parler pas mal. Notre chum Joe Hamel est avec nous. Joe, t'es salué. Bon mardi. Parle-nous donc un peu de ça. Voilà. D'abord, il y était-tu? Étais-tu au lancement? As-tu fouillé un peu tout ce qu'il y a là-dedans? Raconte-nous un peu tout ce que tu as vu puis tout ce qui s'est passé depuis le lancement du programme du PCQ qui... Mon feeling, c'est que ça l'a shaké l'establishment un peu. Ça tendait à quelque chose d'un peu plus junior. Non, exact. Écoute, je suis allé au dévoilement, puis j'avais un autre événement en fin de journée un peu lié à ça également, puis je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais effectivement, je pense qu'on a là un vrai programme de la nouvelle droite intelligente. Effectivement, les médias, je pense, ont été un peu shakés par ça. Éric Duhem qu'on accusait d'être l'homme d'un seul sujet, finalement, maintenant on l'accuse d'être un homme de juste 5 grands thèmes. Oui. Donc, c'est assez drôle comme pivot. Oui. Écoute, la trame narrative de ce programme-là, je pense, c'est de diminuer la place de l'État dans la vie des Québécois et des familles. Ça m'apparaît assez clair sur tous les aspects, sur tous les thèmes là, de la plateforme. Moi, j'aime particulièrement le volet économique. Écoute, je ne sais pas qui a conçu ça, là, mais visiblement là, assez compétent, probablement de #l'extrême droite, qui sait. Oui. Mais bon, au niveau de, particulièrement, je pense à la base, la hausse de l'exemption de base au niveau de l'impôt, passer de 15 à 20 000, ça touche les plus bas salariés, là, donc une exemption d'impôt pour tout le monde, parce que c'est le premier 20 000 qui va être exempté d'impôt, donc tout le monde profite de cette baisse d'impôt-là. Et ensuite, surtout les plus petits salariés, disons moins de 35 000 là, ben, ils vont profiter d'une baisse d'impôt directe là, qui va les affecter directement. Après ça, tu as un 2% sur les 2 premiers paliers jusqu'à 92 000. Donc, c'est quand même substantielle comme baisse d'impôt. Puis si tu ajoutes à ça la suspension des taxes sur l'essence, un autre aspect que je trouve intéressant aussi, c'est arrêter de taxer les produits usagés, qui est une totale fraude en passant, là, de retaxer des produits qui ont déjà été taxés lorsqu'ils ont été vendus neufs. Entre autres, les voitures les automobiles, ça n'a pas de sens. Ben non. Ça n'a aucun sens. Là. Ça, c'est débile. Puis encore une fois, c'est les plus pauvres qui sont souvent affectés parce que c'est plus eux qui achètent des véhicules usagés. Donc, il y a une certaine justice sociale derrière ça. Mais bref, t'as là, pour les familles moyennes, plusieurs milliers de dollars, Jeff, là, qui retournent dans leur poche. Et ça, là, je pense qu'il y a certains intérêts entranchés dans les médias traditionnels qui n'ont pas aimé cet aspect-là. Puis il y a un autre aspect, je pense, qu'il ne faut pas passer sous silence, c'est les bons pour les garderies et l'éducation. Ça, c'est une demande traditionnelle de la droite plus économique, c'est-à-dire de redonner le choix aux parents d'envoyer l'enfant où ils veulent et leur donner l'argent pour qu'ils fassent ces choix-là. Donc ça, c'est majeur. On est loin là des péquistes là, qui avaient, je pense, tenté de noyauter là, le parti. D'ailleurs, cette plateforme-là est un rejet clair des caribous là, qui avaient tenté de faire leur place dans le parti pour avoir assisté au Congrès. Là, il y avait des lois, il y avait des propositions un peu débiles, notamment sur diminuer l'immigration. Je sais qu'on a tenté aussi de supporter la loi 96. Fait que je pense que Éric a définitivement tirer un trait sur ce volet nationaliste-là un peu débile pour se tourner vers la droite intelligente. Et je te dirais que les gains potentiels à Montréal avec les anglophones ne sont probablement pas étrangers à cette stratégie-là. Oui. C'est drôle, on a eu des chiffres qui ont coulé pour le gouvernement. On nous annoncerait des... Donc, on avait parlé souvent là, d'abord, la possibilité en 2020, rappelle-toi, on parlait de ça là, dans l'histoire de la COVID, avec la fermeture des entreprises, puis l'argent qui était imprimé à tour de bras. Ce qu'on voyait, nous autres, très tôt, on en avait parlé ensemble, on voyait de l'inflation à venir, puis on se disait, c'est la forme de taxation la plus dégueulasse que tu peux pas avoir. Puis là, on se rend compte que tout le monde est un peu plus pauvre, même pas mal plus pauvre. On en a moins. Oui, il y a des gagnants, il y en a qui gagnent un peu plus, il y en a qui, dans leur business, ça roule à fond. Il y a des gagnants de cette époque-là, c'est clair. Mais en général... la majorité, en tout cas, je pense qu'une grande majorité des gens sont un peu moins riches qu'ils étaient parce que le coût de la vie est tellement plus cher partout, qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Mais dans les gagnants, il y a le gouvernement qui, lui, a réussi à effacer un déficit rapidement. Et là, on parle de milliards de disponibles. Et là, moi, je posais la question ce matin sur Radio Pirate Prime avec Jerry. Je me disais... Qu'est-ce que la CAQ? Parce que la CAQ va probablement reprendre le pouvoir. Ça va être avec le même nombre de sièges? Va-t-il avoir une couple de sièges de plus? Je ne sais pas. Mais les chances que la CAQ soit au pouvoir sont grandes. Donc là, ces gens-là parlaient de faire des chèques
Et là, ben, ils ont réagi tout de suite. Là. Ils ont réagi à ce que Éric a amené, de voir que ça a l'air à plaire à beaucoup de monde. Là, on a envoyé le ministre des Finances dire, oui, on regarde peut-être pour des baisses d'impôts. Moi, j'ai le feeling que la CAQ au pouvoir au mois d'octobre, d'abord, on va avoir bien des affaires avec la COVID, mais il n'y aura pas juste ça. C'est qu'on va avoir de l'argent dans les coffres comme jamais. On va la donner à tous les employés de l'État qui vont venir se plaindre, qui travaillent fort dans le milieu de la santé, que les professeurs ont de la misère à endurer les kids qui veulent plus apprendre puis aller à l'école, etc. Tout le monde va se plaindre. Tout le monde va avoir des augmentations en fonction de peut-être même proche de l'inflation pour quelques années. Puis il n'en restera plus pour nous autres. Puis peut-être quand même on va se retomber dans un genre de déficit structurel. Donc, est-ce que tu vois la CAQ d'abord nous mentir quand elle nous dit qu'elle va nous donner des briques d'impôts en réagissant à ce que Éric Duhaime a présenté? Et si jamais ils nous mentent, est-ce que tu penses que les employés de l'État et toute la machine au complet vont sauter dans le buffet parce qu'il y a de l'argent disponible, pas à peu près, là? Bien, plusieurs choses là-dessus. Premièrement, cette annonce-là, au lendemain presque là, du dévoilement du programme d'Éric, c'est assez révélateur, là. Ça m'étonnerait que la CAQ ferait ce genre de braquage-là si le PCQ était soi-disant à 13%, comme le dit l'activiste Jean-Marc Léger et sondeur là, dans ses temps libres. Ça m'apparaît être une réaction directe à la montée du PCQ. Deuxièmement, moi, je pense qu'ils n'auront pas le choix d'offrir une baisse d'impôts là, pour compétitionner, pour se recentrer, je dirais, ne serait-ce qu'un peu à droite. Et ça va un peu dans le sens aussi de tout le narratif de l'axe CAQ québécois léger, de tenter de présenter Québec solidaire comme l'opposition officielle potentielle. Là. Ils les mettent deuxième pour une raison spécifique, c'est de présenter l'opposition comme étant un peu l'extrême gauche de manière à ce que la CAQ soit perçue comme un moindre mal au pouvoir, étant un petit peu plus à droite. Là. Donc ça m'apparaît une stratégie claire depuis facilement, là, je dirais, le printemps qu'on tente de spinner Québec solidaire comme l'opposition, alors que ça ne fait aucun sens. Je ne vois pas comment Québec solidaire a pu monter. Moi, je continue de penser que PLQ, PQ, QS, c'est maximum à 20% les trois ensemble. Littéralement, je pense que le PCQ est deuxième là, au national dans les intentions de vote. Donc, c'est clairement un braquage de la part de la CAQ. Au niveau, tu l'as dit, au niveau de l'augmentation des revenus de l'État par rapport à l'inflation, ils sont des gagnants clairs. D'ailleurs, ça avait déjà commencé depuis, je pense, depuis le début 2022, même fin 2021. Tu sais, rappelle-toi, on disait, il y a une reprise plus élevée que prévu, mais tout cet argent-là avait été dépensé. Rappelle-toi, le 12 milliards de nouvelles dépenses annoncées dans le budget là, annoncé cet automne, plus le 500 $ annoncé, plus un potentiel autre 500 $. Donc, la CAQ a les deux mains dans le plat de bonbons. Ils vont définitivement s'en servir là, à des fins électorales là, dès cet automne. Moi, je pense pas qu'ils vont garder là, des munitions. Je change le sujet complètement parce qu'en même temps qu'il y avait le dévoilement de tout le programme d'Éric et de son parti, il y avait... Et la couverture était bonne. Là. Sérieux, Mr. White me disait qu'il a entendu la couverture à la radio de Radio-Canada. Ils ont été justes. Puis, tu sais, à part le genre de... C'est comme de donner un liner à la gang, là, les genres de jeunes journalistes qui couvrent la patente. Puis tout le monde est revenu à peu près avec le même titre, c'est-à-dire que il manque des choses, il manque la langue, il manque ci, il manque ça. Non, mais tu sais, ça n'a pas fait l'effet qu'eux autres recherchaient. Mais au moins, ils n'ont parlé. Puis c'était, tu sais, je pense que ça l'a, comme je dis, je pense que ça l'a shaké la gang un peu. Et pendant ce temps-là, les libéraux, que tu connais bien, tu sais, puis moi, j'en croise de temps en temps à Tempête, Yves Bolduc, Sam, etc., puis on voit Charest au fédéral qui essaie d'être le chef. Tu sais, c'est quand même pas si loin que ça que ce parti-là était comme le gros char, le gros troc, le Parti libéral. Et là, le Parti libéral qui accueille lors de son congrès des jeunes ce week-end moins de 100 personnes. C'est une débandade qui est quasiment plus vite que celle du PQ. Pourtant, sur Twitter, le Parti libéral a marqué sur Twitter, on fait sale comble. Ouais. Oui, mais là, on fait sale comble de sang. Là. Oui. Écoute, je te donne juste un ordre de grandeur. Là. Le congrès avait lieu, écoute, pas loin de chez nous, là, dans le Vieux-Montréal, anciennement l'hôtel, je pense que c'était un Delta qui a été transformé en résidence étudiante. Oui. Et c'était dans une salle, écoute, à mon époque, là, qui n'est pas si lointaine,
fallait louer un campus au complet. C'était souvent le campus Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin ou l'Université Bishop à Lennoxville. Donc, c'était un campus qui avait souvent 1000 et plus là, personnes qui allaient là. Donc, c'était énorme là, comme événement. Puis ça avait un énorme impact. Là. C'était le début, souvent, le Congrès des jeunes, c'était le début de la saison politique au Québec. Oui. Puis écoute, dans le temps, moi, je me souviens que le parti, les jeunes, les résolutions des jeunes pouvaient des fois faire bouger le parti. Le parti avait peur, même des fois le chef avait peur de ce que les jeunes allaient amener. Il y avait une influence réelle. Maintenant, écoute, je regardais les résolutions qui ont été amenées, c'est complètement débile. On parlait d'interdire les publicités sur les VUS. Il parle de carrément peut-être même nationaliser les espèces de blocs, les blocs appartements à faible revenu. Donc, on est vraiment dans la gauche radicale. Il faut vraiment l'appeler, c'est le PLQS. Oui. Et ça se transcrit, je te dirais, avec un effondrement dans l'ouest de Montréal. Je ne sais pas si tu as vu l'annonce de la candidate dans Darcy McGee, un comté que les libéraux gagnaient à 97% à une certaine époque. Il y a une candidate qui est issue du PLQ, une leader locale qui a été conseillère municipale de Hampstead. D'ailleurs, il y avait l'annonce à Hampstead, un beau quartier là, justement de l'ouest de Montréal. Quand on visite ça, on comprend pourquoi ces gens-là veulent un peu se sentir à part du reste de Montréal. Je ferais exactement la même affaire, rester là. Donc, c'est une débandade totale. Puis tu vois que d'ailleurs, il y a déjà des candidats qui dansent sur la tombe de la future tombe de Mme Anglade, qui s'activent pour la chefferie. Tu sais, je vois Marois Risky qui est poussé par les médias, surtout la presse. Wow. Ça, je te rappelle, écoute, ça, c'est pas super fort non plus, là. Ça, je te rappelle, c'est l'experte en fiscalité de l'Université de Sherbrooke qui a été élue dans Saint-Laurent, un autre espèce de château fort. Je sais pas comment on a pu confier ce comté-là à madame ici présente. C'est elle qui avait critiqué l'État dans le temps que l'État ne recevait pas assez de taxes à cause des publicités Facebook. Pour finalement se faire dire par plusieurs experts que, en passant, Madame Risky, les compagnies ont des crédits de taxes sur leurs dépenses. Je me rappelle très bien. Ça rentre d'un bord puis ça sort de l'autre. Ben oui, elle disait, on ne reçoit pas la TVQ de ces entreprises-là. Ben oui, mais la spécialiste en fiscalité ne sait pas que les entreprises déduisent les taxes de vente. My God! On me dit aussi qu'elle avait tenté de faire une leçon là, d'économie à Vincent Gelozo au Salon du Livre, et Vincent lui avait répondu, écoute, tu sais même pas compter, là, fait que on va repasser. Oui, oui. Mais le Parti libéral, c'est voter vrai, vrais enjeux, vraies solutions. C'est le slogan de Ashton. Oui. Toujours vrai, toujours vrai, toujours vrai. Ça, j'ai écouté ça hier, j'ai vraiment trouvé drôle là-dessus. Là, c'était probablement bon. Et aussi honnêtement, j'ai trouvé bon le fait que le fantasme de Mr. White, c'était de rester prisonnier d'un Ikea. Je conduisais quand j'ai entendu ça. J'ai failli manger des boulettes. Pour manger des boulettes. Incroyable. Arrête, bref, écoute, l'effondrement du PLQ, c'est quelque chose de majeur. Puis ça peut réaligner, on le disait, là, regarde, notre dernière émission, on vient de quitter pour l'été, je pense que c'était en juin. Je disais, moi, le PCQ, s'il veut viser le pouvoir, faut pas qu'il remplace la CAQ ou le PQ. Il faut qu'il remplace le Parti libéral comme l'alternative centre-droit portée sur l'économie et avec une potentielle députation dans l'ouest de Montréal, dans le Montréal anglo et la région de Québec, comme ce fut le cas à l'époque avec le Parti libéral. Oui. Hey, le dernier sujet, ça m'a dit de quoi, là? Quand j'ai lu ça un matin, c'est une autre affaire qu'on avait prédit un bout, là. Fallait-tu être cave, se retirer du pétrole avant que le pétrole s'en aille vers écoute, la fusée est partie par en haut. Ben, la gang de caves, on pensait que c'était juste un discours vide puis que les innocents faisaient juste parler, mais ils ne l'avaient pas fait. Ben non, la caisse de dépôt, notre Bodlands, qui gère la Régie des rentes du Québec puis la retraite des employés, eh bien, imagine-toi donc qu'ils se sont retirés du pétrole puis ils ont vendu avant que le pétrole explose. Et là, on parle de centaines de millions de dollars. On est quasiment au milliard de pertes dans le bas de laine par des décisions. Excusez-moi, là. Ce matin, on a les trois ensemble. Tu as Legault, tu as le gars de la santé publique, tu as le gars le ministre de la Santé. Moi, j'aurais cancellé ça, puis les histoires de vaccins, puis j'aurais dit, j'ai quelque chose de plus important que ça à faire. Faut que j'aille crisser dehors le boss de la caisse de dépôt, puis les 3-4 qui ont décidé de sortir du pétrole. On a perdu de l'argent là-dedans, Joe, c'est l'enfer.
Écoute, non, c'est incroyable. Il y a un méchant ménage qui doit être fait dans ces institutions-là. Ça, on en parlait dès l'automne 2021, je pense, parce qu'ils ont vendu leur position. Puis je pense qu'on en avait parlé dans une chronique. Ils ont vendu, je pense, c'est ExxonMobil. D'ailleurs, je l'ai publié tantôt sur mon Facebook. Là. ExxonMobil était à peu près à un plancher de 30 ans. Donc, c'était à peu près évident que ça allait remonter parce que, écoute, l'action payait 9% de dividendes. Wow. C'est quand même incroyable. La caisse, je pense, en avait pour quelque chose de 200 millions ou presque. Donc, à peu près tous les gestionnaires intelligents voyaient l'opportunité de se placer. D'ailleurs, moi, je connais des gestionnaires de portefeuille qui ont fait des fortunes avec ça pour leurs clients. D'ailleurs, qui les remercient aujourd'hui. Ils ont eu l'audace de dire non, laissez faire la bullshit de l'ESG puis l'électrification là, pendant que les idiots s'empilaient dans Lyon électrique et Taïga. On voit ce que ça a donné aujourd'hui. Ben, les gestionnaires intelligents prenaient des positions dans les grandes pétrolières avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, encore une fois, c'est l'influence des groupes radicaux backés par les médias qui sont aussi, qui font partie de la horde éco-marxiste, là, qui veulent à tout prix s'attaquer. Il y a un genre de sortons les poubelles là-dedans. Ça s'appelle sortons le pétrole de la caisse. Ben oui, c'est complètement débile. C'est vraiment... ils ont résisté à ça pendant longtemps. Là, la twist qu'ils ont trouvée, ils ont dit on va sortir du pétrole, mais on va rester dans le gaz parce que la Caisse, en passant, c'est un des plus gros investisseurs dans le domaine des pipelines au monde. Il possède des pipelines dans le sud des États-Unis. Donc, c'est un peu hypocrite de tenter de dire qu'on va sortir juste le pétrole puis on va rester dans le gaz. Là. C'est un peu, disons, interrelié. Mais bref, ils sont littéralement, ils vont dire non, on est indépendant, c'était le bon moment de le faire. Non, c'est une erreur. Comme l'histoire de Celsius, là, la bullshit de crypto dans laquelle ils ont embarqué. Oui. C'est bourde par-dessus bourde. Il n'y en a pas une autre aussi un matin là, que j'ai vu, là, une patente de genre de livraison de matériaux dans lequel Investissement Québec s'est pogné. Ah ouais, ça c'est, je pense que, ouais, exact. C'est toujours des, ça c'est, en passant, le portefeuille de placement privé, de private equity de la Caisse, ça on n'a jamais les vrais chiffres de ça, là. Puis ça dope toujours un peu les rendements de la Caisse parce que c'est pas échangé sur les marchés publics, c'est pas liquide, donc tu peux facilement, là, escompter une perte de 20, 30, 40%, alors que, parce qu'il n'y a pas de marché liquide généralement pour ça, donc les positions vont être liquidées dans le temps. Donc, on n'a jamais vraiment le vrai portrait du rendement de la Caisse, mais on le voit par le portefeuille d'actions publiques, comment ça... D'ailleurs, puis ça, en passant, c'est combiné au fait que la Caisse a d'énormes positions dans des compagnies technologiques. Donc, non seulement ils n'ont pas profité du boom pétrolier, mais ils ont subi l'énorme vent de face baissier là, du secteur techno là, depuis le début 2022. Sans oublier qu'ils sont en train de se sortir de l'immobilier avec la Ivanhoe Cambridge. On a vu qu'ils ont liquidé Place Laurier, qui était un de leurs gros bâtiments. Puis là, excusez-moi, le gars, moi je connais très bien Pierre Moffat, qui s'est porté acquéreur, qui a pris une participation, puis qui va développer tout le stationnement, puis tout le centre en hauteur pour mélanger centre d'achat et place d'habitation. Lui, d'après moi, il va savoir comment faire de l'argent avec ça. Les autres sont incapables, ils se sont débarrassés de ça, ils ne savent pas quoi faire, ils sont perdus malades. Un autre groupe qui fait très bien depuis quelques années, le groupe MAC, là, Vincent Chiara, qui a d'ailleurs plusieurs édifices à Québec. Là, c'en est un qui développe énormément à Montréal. Saute sur ces occasions-là quand des gestionnaires comme la Caisse se départissent de des actifs comme ça. Là. Joe va profiter du beau temps, c'est le fun aujourd'hui, c'est une belle journée, bien content de t'avoir parlé. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On est stand-by, c'est la première du News après